Deux titres dans cette édition d'information accident de la circulation au quartier La Campagne et nous parlerons également du point de presse tenu ce matin par Gérard Elangema. Merci de nous faire une place dans vos ménages, mesdames et messieurs, bonsoir et merci une fois de plus pour votre fidélité sans cesse à renouveler. On parle de cet accident de la circulation au quartier La Campagne, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Un compatriote dans un état d'ivresse au volant a perdu le contrôle de son véhicule en percutant au passage un taxi-bus. Bilan, aucune perte en vie humaine, mais d'importants dégâts matériels. Le constat a été fait par Maria Lecom et Jean-Luc Bouroubou. L'on a failli frôler le pire ce samedi au quartier La Campagne après la grande averse qui s'est abattue sur la capitale. Le chauffeur de véhicule de marque A26 que vous apercevez a semble-t-il perdu le contrôle de son engin avant d'aller percuter au passage ce taxi-bus dont l'un des passagers à bord s'en est sorti avec 7 points de suture. Selon les témoignages recueillis sur les lieux, ce dernier conduisait en état d'ivresse. Un des blessés de cette collision nous en dit davantage sur cette scène où il n'y a eu plus de peur que de mal. Nous revenions de la gare routière pour Saint-Michel. À notre montée, il y a une A26 qui descendait en toute vitesse devant nous, qui avait occupé le milieu de la route. On a cherché à l'esquiver, on a cherché à garer sur le côté, vu sa vitesse. On a cherché à l'esquiver, juste là il est venu buter sur nous. Il a buté sur nous pour aller garer à 100 mètres le chauffeur de l'A26 qui était dans le taxi. Oui, j'ai eu 7 points de suture. Le chauffeur de l'A26 était un peu touché. Il avait un peu bu. Oui, et il manque de vigilance. Ce énième accident de la circulation s'ajoute à la longue liste des accidents causés par la prise d'alcool et l'excès de vitesse, un phénomène grandissant malgré les multiples campagnes de sensibilisation. Là, c'est même pas. Vous voyez que les roues de tout le roue arrière là sont. Eux-mêmes, les policiers qui ont fait le constat, eux-mêmes ont constaté l'état de l'homicide qu'il était. Oui, ils ont constaté. Il était dans quel état? Il était déjà bourré. Le conducteur de l'A26, dont l'identité ne nous a pas été révélée par les forces de police trouvées sur les lieux, a été très vite transporté vers une structure hospitalière de la place. Toutefois, l'on a enregistré d'importants dégâts matériels. Le bureau du Rotaract Libreville-Doyen était au chevet des enfants du centre social d'Akébé dans le 3e arrondissement de la capitale. Cette visite avait pour but d'offrir des trousseaux scolaires à ces bambins dont les parents sont démunis. Maria Lecom, Yasser Nicolandon, reportage. Parce qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, que le bureau du Rotaract Libreville était du côté du centre social d'Akébé, offrir un important don de trousseaux scolaires à ces enfants dont les parents sont pour la plupart des personnes à mobilité réduite. Après avoir procédé en amont à la collecte des fournitures dans différentes structures commerciales et au recensement des enfants, environ une 60aine, le bureau passe en ce jour à la matérialisation de cette œuvre de charité. Mon devoir de service et de camaraderie au Rotaract Club Libreville me demande, en tant que président, d'effectuer une action trousseau scolaire. Et connaissant les lieux et connaissant les familles qui vivent ici, j'ai pensé avec mon comité de venir humblement vous offrir ces cadeaux, ces trousseaux scolaires. Parce que nous avons effectué cette action en 3 phases. Il y a eu une phase de collecte qui s'est passée dans les différents centres commerciaux de la capitale. Nous avons, dans un second temps, effectuer une visite ici au centre social d'Akébé pour pouvoir recenser les familles qui ont besoin des trousseaux scolaires. Ce qui a été fait, nous avons recensé environ 17 familles qui donnent un total de 60 enfants environ. Bien que ce geste arrive après 3 semaines du démarrage effectif des cours, les bénéficiaires, par l'entremise de leurs parents, ne sont pas restés indifférents. Bien au contraire, ils encouragent leurs bienfaiteurs à pérenniser de telles actions. Solennellement, votre geste comme le foi fraternel à l'égard aussi des enfants, de nos enfants que vous portez avec beaucoup de compassion. Nous souhaitons en même temps que ce geste puisse s'étendre vers d'autres personnes, mobilité réduite, bien vers d'autres personnes démunies.
Tour à tour, les Bambins ont donc reçu des mains des membres du Rotarac leur cartable d'écoliers garnis de fournitures scolaires. Parrainé par le Rotary Club International, le Rotarac Libreville n'en est pas à sa première sortie du genre envers les nécessiteux. L'utilisation du sexe comme moyen de pression ou moyen d'échange en milieu scolaire est un sujet tabou, mais qui alimente chaque jour, chaque année, des conversations dans tout le pays. À l'université Omar Bongo, si de nombreuses étudiantes cèdent au chantage, d'autres dénoncent le phénomène rétrograde. Suivant le reportage signé de Pierre Parfait Mbadikumba. Les langues se délient à l'université Omar Bongo pour dénoncer le harcèlement sexuel et les moyennes sexuellement transmissibles. Le problème est connu de tous, mais il remonte à la surface suite à ceci. J'ai commencé à me faire des avances, j'ai commencé à refuser, jusqu'au jour où il m'a mis 0 à mon premier devoir. Je lui dis, monsieur, je ne peux pas avoir 0 dans la mesure où c'est une dissertation. Il me dit, vous n'avez pas à vous justifier, je vous mets 0 jusqu'à la fin de l'année. J'ai une amie qui a triplé la licence au droit, parce que le professeur, l'enseignant a trouvé utile de lui remettre ses moyennes parce qu'elle a refusé ses avances. Ce témoignage de cette étudiante devant la caméra de l'AFP, l'agence France Presse, schématise la problématique du harcèlement sexuel de la part des professeurs qui utiliseraient les notes comme moyen de pression pour obtenir les faveurs de certaines élèves. Ce problème, qui dure depuis des décennies, doit être pris dans sa globalité. En 2012, le président Ali Bongo Ondimba avait dénoncé dans un discours devant les hauts cadres du pays le harcèlement sexuel et le trafic d'influence dans l'administration qui prend de l'ampleur et démotive les personnes compétentes. Le 21 novembre de la même année, Ida Reteno Assenoué, alors ministre de la Justice, proposait devant la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme de l'Assemblée nationale des amendements du Code pénal gabonais visant à réprimer sévèrement le harcèlement au milieu professionnel. Mais depuis, on pédale dans le vide. Aucun professeur n'a encore été condamné par la justice pour de tels faits. Le Code du travail au Gabon ne comporte aucune disposition concernant le harcèlement sexuel. Les enseignants prédateurs ne sont menacés en rien. Les étudiantes n'osent pas porter plainte par peur de représailles et des complicités entre enseignants. De plus, les cas d'harcèlement sexuel sont difficiles à prouver. Une décision rendue en mai 2007 par la Cour de cassation en France reconnaît que l'usage d'un SMS envoyé par le harceleur est de nature à établir la réalité des faits, ce qui pourrait également servir au Gabon pour condamner l'utilisation du sexe comme moyen de pression ou moyen d'échange en milieu scolaire. En politique, je vous l'annonçais, Gérard Elangema, candidat à la dernière élection présidentielle gabonaise, est sorti de sa réserve lors du point de presse qu'il a tenu ce matin. Il condamne avec la dernière énergie le comportement de certains cadres de la République. Euphrami Yogezo, Mosconi Ngonba, reportage. De retour des assises politiques d'Agoundjé, Gérard Elangema, candidat à la dernière élection présidentielle gabonaise, n'a cessé de se faire entendre, premièrement avec ses complices qui du reste composent désormais le comité de suivi mis en place par les autorités gouvernementales lors du dernier conseil des ministres. Ces derniers s'étaient fait remarquer en fustigeant les choix du locataire du palais du bord de mer à l'endroit de ceux-là qui ont en charge les destinées du Conseil économique et social et de la vice-présidence de la République. Je recherche le respect. Vous ne pouvez pas, encore que moi je n'étais pas vice-président de l'opposition, vous ne pouvez pas avoir recensé autant de partis pour vous accompagner dans les discussions, et lorsqu'on sort des discussions, c'est les mêmes qu'on observe. Vous-même, vous êtes Gabonais. Ce que je dis là, je le dis parce que vous êtes Gabonais. Donc, il n'y a que dans ces familles-là où les gens sont capables de discuter du Gabon. Il n'y a que eux qui peuvent discuter
honnêtement et correctement du Gabon. Les autres ne sont rien, les autres c'est des décors. Je ne recherche rien, je recherche la justice et Ali me connaît dans mon franc-parler. Et je l'ai dit que si la déviance continue, je prendrai mes responsabilités de me retirer de tout ça. Si d'aventure ça continue, moi j'ai demandé aux autres qu'on va se réunir et on va décider parce que je ne suis pas d'accord des injustices. Je n'accepterai pas des injustices de cette nature. Secondo, le Gabon dispose d'une main-d'œuvre qualifiée et qu'il revient à chacun d'opérer ses choix. Il y a des gens dans ce pays, apparemment, qui se sont donné le droit de parler au nom des autres, de décider au nom des autres. Et une fois vous dites vous n'êtes pas d'accord, c'est fini. Vous êtes banni de la République. Mais qu'ils me disent quel est le droit divin qui leur a donné l'autorité sur le Gabon. Moi, j'ai entendu mon nom à la télévision comme tous les Gabonais. D'ailleurs, j'étais assis quelque part. On m'a appelé pour me dire vous êtes dans le comité de suivi. Et pourtant, je parle aujourd'hui. Et pourtant, je parle aujourd'hui. Ça veut dire que, pour moi, je ne suis pas à la recherche du bout de pain. Je ne suis pas, c'est pas ça mon objectif. Si c'était le poste, je pouvais dire, bon, hier, paraît-il qu'on m'a nommé, je suis content, et voilà. Mais je parle aujourd'hui parce que je vois mon pays qui est en train de chavirer comme un bateau au large, qui va prendre de l'eau, et les gens font comme si ils ne l'observaient pas. À l'allure où vont les choses, une cassure est à craindre entre ceux qui détiennent les leviers de l'État et la base qui ne supporte plus les choix claniques opérés au sein de ces entités. Place à présent l'actualité hors de nos frontières. Le fils du président équato-guinéen Théodorin Obiang a été condamné hier à 3 ans de prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris dans le premier procès des biens mal acquis par des chefs d'État africains et leurs proches. Presse internationale. Prison avec sursis, 30 millions d'euros d'amende et la confiscation de plus de 150 millions d'euros de biens. Pour les avocats de l'ONG Transparency International, le jugement rendu à l'encontre de Théodorin Obiang constitue une victoire historique dans la lutte contre la corruption. C'est le début de la fin de la loi d'impunité et d'immunité que les kleptocrates souhaitaient imaginer éternelle et universelle. L'enquête s'était ouverte en 2007 suite à une plainte de 2 ONG qui accusait Théodorin Obiang d'avoir abusé de son poste de ministre en Guinée équatoriale pour détourner des fonds publics et se bâtir un patrimoine considérable en France. En septembre 2011, la police française saisissait 18 millions d'euros d'objets d'art et de luxe dans cet immeuble parisien avenue Foch. 5 mois plus tard, 11 voitures de sport étaient également confisquées lors d'une nouvelle perquisition. Théodorin Obiang devenait alors le premier dignitaire étranger accusé de biens dits mal acquis. Ses avocats, qui n'ont cessé de contester la tenue du procès, dénonçant une ingérence dans les affaires d'un État souverain, ont annoncé vendredi vouloir faire appel de la décision. C'est une décision militante, sans aucune surprise pour nous. Bien évidemment, nous allons l'étudier en détail et envisager tous les recours possibles. Le tribunal s'est lui estimé compétent, rappelant qu'il ne jugeait que l'infraction de blanchiment commise sur le territoire français. Le verdict inédit pourrait maintenant faire trembler d'autres dirigeants africains. La justice française continue d'enquêter sur les patrimoines des proches de Denis Sassou Nguesso, d'Omar Bongo ou encore de François Bozizé. En Catalogne, après la destitution du président catalan, le gouvernement espagnol poursuivait la prise de contrôle de la Catalogne avec la mise à l'écart du chef de la police au lendemain de la déclaration d'indépendance du Parlement régional. Nous retrouvons une fois de plus nos confrères de la presse internationale. Il est 10h à Madrid ce vendredi, lorsque la séance plénière du Sénat espagnol débute. Objectif, décider de la mise sous tutelle de la Catalogne. Les lois ont été ignorées et le statut d'autonomie n'a pas été respecté par le gouvernement régional. C'était certainement la pire violation de la Constitution depuis sa création il y a 40 ans.
lorsque le chef du gouvernement demande l'autorisation d'appliquer l'article 155. Il est applaudi durant de longues minutes dans l'hémicycle. Si les formes sont de rigueur, l'issue de la demande ne fait-elle aucun doute. Mariano Rajoy dispose de la majorité. À midi, 600 km plus à l'est, Carles Puigdemont entre au Parlement catalan de Barcelone où doit se tenir l'Assemblée régionale. La séance débute. Les séparatistes présentent une résolution pour déclarer l'indépendance d'un État catalan prenant la forme d'une république selon leurs termes. Dans le même temps, des dizaines de milliers de partisans indépendantistes se sont rassemblés dans les rues de Barcelone. Juste avant le vote, les élus du Parti populaire, du PSOE et de Ciudadanos quittent le Parlement. Pas de quoi perturber les indépendantistes déterminés. Quelques minutes à peine plus tard, l'indépendance est proclamée à 70 voix contre 10 et 2 abstentions. Les mots que je vais exprimer viennent de mon cœur. Je suis très ému. Dans les rues de Barcelone, la foule exulte. Dans la soirée, à l'issue d'un conseil des ministres extraordinaire, le chef du gouvernement prend la parole. Les premières mesures que nous avons adoptées sont les suivantes. La destitution du président de la Catalogne, du vice-président et de tous les conseillers du gouvernement catalan. Nous allons nommer des organes administratifs pour qu'ils puissent mettre en route les décisions du Sénat. Nous allons aussi destituer le général de l'Intérieur et de la police du gouvernement catalan. Le feu vert est donné pour tout sauf pour la mise sous tutelle des médias au nom de la liberté d'expression. À Barcelone, la nuit est tombée, mais la foule ne désemplit pas. Les dizaines de milliers de Catalans célèbrent cette journée historique. De retour à Libreville, une note de sport dans ce journal. Le club Razorback peaufine déjà ses armes avant l'entrée en lice officielle des activités au niveau de la Ligue provinciale de l'Estuaire et des présents pour le compte de notre rédaction Yasser Nicolandon. Préparer la nouvelle saison sportive 2017-2018 qui pointe à l'horizon est l'objectif des nombreuses sorties sur le terrain de l'association Taekwondo Club Razorback. En prélude au démarrage officiel des activités au niveau de la Ligue provinciale de l'Estuaire, le club peaufine désormais ses armes avant l'entrée en lice du championnat provincial. C'est à cette occasion que des combats en amical ont été organisés avec le club frère de Ban Ki-moon à l'école publique de Nzangyong 2. Ici, toutes les techniques de base ont été mises en exergue. Association Taekwondo Club, là nous sommes en rencontre amicale à Ban Ki-moon pour préparer l'ouverture de la saison qui aura lieu le 5 novembre. Et nous sommes là pour pouvoir détecter s'il y a encore quelques petites anomalies que l'on peut rapidement régler avant la compétition, histoire de voir si nos athlètes sont en forme de part et d'autre. Donc aujourd'hui, je ne suis pas seul, bien que je sois le fondateur de Razorback, mais Razorback a un président qui est ici présent et je suis avec le responsable, un des responsables de Ban Ki-moon. Alors donc, comme vous le savez, Ban Ki-moon est un club frère, donc ce soir il n'était pas question que les gens se donnent à fond. C'était des petits shadow sparring, histoire de préparer les athlètes qu'on n'avait pas encore vu combattre, pour pouvoir les mettre à jour, si on peut dire ça comme ça, pour la saison qui va se faire. Relancer les activités et redonner à la Ligue provinciale de l'Estuaire son essor d'antan est l'objectif des deux instituteurs qui comptent pérenniser ce genre d'initiative afin de garder l'ensemble des compétiteurs en jambes. Comme disait le maître Lansky, je crois qu'il a eu à tout dire, il y a plus grand chose à dire. Nous avons accueilli ici le club de Razorback pour pouvoir un peu, voir un peu le travail de nos éléments. On a vu, comme on dit, qu'il y a une compétition pour préparer une autre compétition. Donc il y a certaines lacunes encore qu'il va falloir combattre le travail pour une préparation. Nous préparons une compétition le 5. Donc voilà, tout a été dit. On espère que les éléments en question se mettront encore au travail pour pouvoir préparer cette compétition-là qui arrive. Voilà.
nous avons été ravis de recevoir le club Razorback et on espère que la prochaine fois, on va se déplacer pour la prochaine rencontre. Le rendez-vous a donc été pris pour la prochaine sortie qui s'annonce dans les tout prochains jours. Nous changeons de discipline pour parler cette fois-ci de rugby. Ouverture ce matin du stage Get Into Rugby destiné aux encadreurs et éducateurs dans l'optique de la mise en œuvre du programme GIR, qui est un programme de développement initié par World Rugby. C'est l'une des salles du stade de la CETRAC qui a prêté son cadre pour la circonstance. Reportage mis en image par Yvon Bertrand en Koumileka. Les rugbymen sont de plus en plus motivés à œuvrer pour la vulgarisation de cette discipline sportive, d'où l'implication dans les différents stages de renforcement de capacité, comme il a été le cas ce matin, où ils ont pris une part active au stage Get Into Rugby destiné aux encadreurs et éducateurs. Le volet administratif du programme GIR, qui est un programme de développement initié par World Rugby et conduit par les confédérations de rugby Afrique, pour la mise en œuvre de ce programme qui passe nécessairement par la formation des éducateurs. La présence massive des participants est un signal fort. Oui, nous avons cet honneur que nous fait World Rugby à travers son programme Get Into Rugby, en nous envoyant l'expert responsable du programme J auprès de Rugby Afrique, qui est M. Charles Yapo, donc venir mettre en place le programme J, comme vous avez constaté. Programme. Nous sommes satisfaits de leur présence et on espère qu'après, à l'issue de cette formation, que les stagiaires et désormais les éducateurs outillés vont entrer dans les lieux respectifs pour mettre en pratique donc ce que vient de dispenser monsieur l'expert et de mettre en place des festivals, quoi. Le but visé par ce stage de renforcement de capacité rentre dans la droite ligne de la Fédération gabonaise de rugby qui a mis la vulgarisation et la formation au centre de ses priorités. Pour également former ces éducateurs pour la mise en œuvre pratique du programme. Aujourd'hui, donc, comme je le disais, nous sommes sur le volet administratif et dès demain, nous allons attaquer le terrain pour donner des outils aux éducateurs pour pouvoir prendre en charge des jeunes débutants à la pratique du rugby. Alors, je pense que l'objectif a été atteint. La Fédération gabonaise de rugby, dans sa politique de développement, a souhaité introduire le rugby dans les établissements, dans les écoles, avec les tout petits. Donc c'est une vision futuriste qui est de commencer les choses à la base. Et il était important pour nous d'être ici pour outiller les éducateurs. Comme vous l'avez vu, ils sont venus nombreux pour prendre part à cette formation-là. Je présage qu'ils feront un travail formidable sur le terrain, de telle sorte à augmenter le nombre de pratiquants de rugby au niveau du Gabon. Plus il y aura des jeunes qui vont pratiquer le rugby, plus il y aura de nouvelles équipes et plus l'équipe nationale sera assez forte pour pouvoir défendre les couleurs du Gabon. Le stage se poursuit jusqu'à demain avec une formation pratique afin de juger les capacités de rétention des stagiaires. Espérons que les rudiments acquis seront mis en application sur le terrain pour accroître le nombre des licenciés. En football, alors qu'il s'annonçait bouillant, le 56e congrès de la Fédération gabonaise de football s'est déroulé dans la sérénité. Les congressistes ont validé le rapport moral et financier, estimant que tout était clair, donc pas de quoi s'inquiéter. Mosconi Ngonba. Une salle bondée de monde avec un climat serein et joyeux entre acteurs du football gabonais. Il était prévu une rencontre tendue entre congressistes, mais le contraire s'est présenté. Pierre-Alain Mungengi et son équipe ont présenté un Que signifie FMI? Nous sommes bel et bien dans votre rubrique Expression libre. Les éléments de réponse au micro de Rosine Dje face à la caméra de Mosconi Ngonba. Que signifie FMI? Fonds monétaire international. Merci. Que signifie FMI? Fonds monétaire international. Merci. Que signifie FMI? Le Fonds monétaire international. Merci. Bonjour. Que signifie FMI? FMI. Fonds monétaire. Je ne connais plus. Fonds monétaire international, quelque chose comme ça. Merci. Que
signifie FMI? Fonds monétaire international. Merci. Quoi signifie FMI? FMI signifie Fonds monétaire international. C'est bon. Quoi signifie FMI? FMI signifie F, Fonds, M, monétaire, I, international. Bonjour. Bonjour, madame. Quoi signifie FMI? FMI signifie Fonds monétaire international. Il fallait tout simplement nous proposer comme élément de réponse Fonds monétaire international. C'est sur cette note que se referme cette édition d'information. Les cadres étaient assurés par Bertrand Koumideka, la réalisation Patrick Zuessima. Merci pour votre fidélité. L'ensemble de notre rédaction vous souhaite déjà un bon week-end à tous et bonne suite de programme sur TVS, la télévision qui voit toujours plus loin.